Alors, c'est la première fois que je rencontre Laurent Tixador. J'ai l'impression, d'après ce que je lis de lui, que Laurent Tixador est aussi un peu un aventurier, et il s'est aventuré ailleurs que sur l'île Saint-Denis. Donc, on dit de lui que c'est un artiste aux actions extrêmes, qu'il privilégie la performance et travaille de manière expéditionnaire. Il met à l'épreuve ses capacités physiques autant que la définition de l'être artiste. Il fait pas mal de périples qui lui permettent de fabriquer des situations et qui influencent son comportement et des opportunités. Donc récemment, il a travaillé sur le projet Architecture transitoire, qui est un moyen de mettre en perspective la condition de l'homme du XXIe siècle. Oui, c'est pas une voix, c'est pas C'est pas une voix, ça. Ah, d'accord. Ainsi, en partant de rien, simplement avec les ressources que lui offre le lieu, sa force physique et son ingéniosité, il conçoit un habitat. Dans sa présentation, il évoquera à travers ses expériences les différents enjeux et les besoins liés à l'édification d'un habitat de circonstance. Donc, voilà, bonjour. En fait, j'ai fait plein de déplacements et pas mal de marches. En fait, c'est comme ça que j'ai commencé mon travail d'artiste. Et très souvent, je me suis posé la question du logement, justement, quand on était comme ça, en situation, enfin perdue en tout cas. Et donc, bon, évidemment, il y a la tente qui est le moyen le plus évident. Donc après, il y a des véhicules comme les caravanes, où il y a des choses qui se démontent comme des yourtes, qui sont tous ces éléments en fait plus ou moins d'architecture, enfin je sais pas si on peut les appeler des architectures, mais qui permettent de se loger en se déplaçant. Et moi je me suis dit en fait j'aimerais tellement voyager avec rien du tout. Et c'est-à-dire aucun élément encombrant, ni même un véhicule. Et c'est là que je me suis dit peut-être il y a moyen de créer une architecture qui soit pour le coup pas une architecture mobile, mais une architecture transitoire. Et du coup, que cette architecture transitoire soit non pas un élément physique, mais une connaissance et comment dire une capacité de s'adapter à un terrain, de lire ce terrain et de connaître le processus petit à petit qui permet qu'à cet endroit-là, on évolue. C'est-à-dire qu'on commence par juste dormir sur le sol. Ensuite, à partir de la première nuit, on commence à connaître les premiers problèmes. On y pallie et petit à petit, en fait, on commence à créer un vrai habitat avec des éléments de plus en plus ténus qu'on a découvert au fur et à mesure. Donc voilà, en fait, cette image, en fait, elle est c'est une pièce que j'ai dû faire en 2004. Et donc là, l'idée, en fait, c'était de commencer juste dans une pâture et puis de dormir dans la pâture. Et puis après de se poser la question, mais comment vivre ici pendant 2 mois, parce qu'en fait j'ai vécu 2 mois en fait dans cet espace. Voilà. Donc le principe, ça a été évidemment de pas aller chercher des éléments à droite, à gauche, enfin dans la forêt ou dans les magasins aux alentours. C'était de construire vraiment avec le sol. Donc la solution, en fait, c'était de faire des igloos tout simplement. Et comment dire, donc ça marche plus. Donc voilà, en fait, ça s'est passé comme ça. C'est que d'abord, on a dormi au sol. On a creusé. On était à 2. Hein. On a creusé un petit espace ici qui a été notre première cabane. Qu'on a comblé. Ensuite, on a dormi dedans. Et puis, bon, évidemment, enfin, les premiers jours, il a plu, tout ça, donc on a couvert. Et ensuite, on a fabriqué des briques en terre. Et puis ensuite, on a commencé à construire le premier igloo qui est celui du milieu, en fait, je pense.
Voilà. Et donc à partir de ce moment-là, on était chacun à l'abri avec en plus de l'intimité, quoi, ouais. Ce qui était extrêmement important. Parce qu'en fait, je pense qu'il y a trois choses très intéressantes, très importantes dans un abri. C'est d'une part, en fait, ça peut être trois abris. Trois abris peuvent être trois choses différentes. C'est-à-dire, on doit s'abriter contre les éléments, évidemment. Donc ça, c'est un abri en dessous duquel on est. Il y a aussi des abris qui nous servent à se protéger du regard. Donc ça, c'est des abris derrière lesquels on est. Et puis ensuite, il y a des abris qui nous servent à... Ah oui, ça c'est une bonne idée. Et ensuite, il y a des abris qui peuvent nous servir, j'ai perdu le fil, qui peuvent servir à nous protéger ou à protéger nos biens. C'est-à-dire que c'est des abris, du coup, derrière lesquels on est. Et donc voilà, bon, je ne sais plus pourquoi je disais ça. Ah, si. C'était par rapport à l'intimité, en fait, qu'on avait obtenu en ayant un deuxième logement. Ensuite, on en a fabriqué d'autres parce qu'on était au milieu d'une pâture. On avait en gros rien d'autre à faire que de faire des briques, de les maçonner et puis de s'implanter et en fait d'évoluer quelque part, quoi. Donc on a construit un deuxième igloo, un troisième et un quatrième. Et puis à ce moment-là, on a commencé à inviter des gens qui sont venus nous voir très régulièrement, quoi. Ouais. Ici, je ne sais pas si on voit bien sur ces photos. Je vais essayer d'en trouver d'autres. Ah ouais, mais c'est pas ça. Bon, au pif. Voilà. Bon, ça fait partie des évolutions énormes de ce campement. C'est que on a découvert que la terre dans laquelle on vivait, on travaillait, etc., on pouvait la cuire. Donc on a fabriqué, avec ce four, hein, et qui nous servait à cuisiner, tout ça, quoi, de différentes façons. Donc on a commencé à créer un artisanat. Et puis je ne sais pas si je retrouverai cette image, mais à un moment, on s'est fabriqué toute une cuisine aménagée, en fait, qui a commencé avec ce four-là, et même un plan de travail carrelé. C'est-à-dire avec des carreaux en terre cuite. Voilà, je reviendrai sur ça en fait, c'est intéressant parce que quand on construit un igloo, bon ça c'est des choses, en fait je suis allé plusieurs fois au Groenland, hein, mais quand on construit un igloo, en fait il n'y a pas de porte. Et c'est un bâtiment qui est d'abord construit sans porte. Et en fait tout simplement parce que on monte les briques en spirale comme ça. Et ensuite, on pose une clé de voûte. Et ce qui se passe, et qui est très intéressant avec ce moment de poser la clé de voûte, c'est que celui qui est à l'intérieur, en fait, c'est pas celui qui a la scie pour couper la porte. Parce que, du coup, on taperait avec la scie contre une voûte, et c'est évident que c'est mieux d'attaquer par l'extérieur pour juste des questions de résistance, en fait. Donc celui qui est à l'intérieur, il est complètement enfermé, et il est à la merci de celui qui a posé la clé de voûte, lui l'a reçu. Et donc ça c'est un processus assez génial. Alors en neige, l'igloo en neige, on a toujours de la lumière, et là les igloos en terre, non, on est dans un noir total, et puis on sait même pas, on sait même pas par où va arriver la scie, et puis à un moment, voilà, c'est une espèce de liberté, quoi. Ouais. Voilà, je vais pas traîner trop sur cette pièce, hein, il y en a d'autres. Ouais, j'aurais bien voulu vous montrer le plan de travail carrelé. Voilà, ça c'était presque dans les débuts. Voilà. Bon, voilà, je vais passer à autre chose. Alors, donc ça m'a... ça m'a conduit à travailler sur... Ouais, je vais essayer d'aller plus vite.
ça m'a conduit à travailler sur d'autres systèmes d'architecture, voilà, notamment. Oh là 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 là. Ça va très vite. Voilà, notamment ça. Voilà. Donc là, on se rapproche vraiment, en fait, autant au niveau de l'image qu'au niveau de ce qui se passe. Mais bon, tant pis, il faut que j'en parle quand même. Et donc là, on est dans une caserne abandonnée qui est à Bordeaux. Et le projet que j'avais pour aller habiter dans cette caserne, en fait, c'était d'y tourner un film. Donc le principe a été le suivant, c'est que j'ai écrit un scénario qui était donc un scénario pour un long métrage. Donc, qui était que 3 ou 4 squatteurs vivent dans une caserne abandonnée et ont une espèce d'utopie et de façon de vivre comme ça, de jouer aux soldats. Pas à la guerre, mais de jouer aux soldats. Donc, ils vivent dans des... on est dans de la fiction, hein, bien sûr. Donc, ils vivent dans des sacs de sable. Voilà. Et puis ils camouflent tous leurs éléments, en fait, dans l'usine avec des... avec des graphes, des tags. Et voilà, donc ils essayent de disparaître dans cet environnement. Et qu'à un moment, il y a une équipe de tournage qui s'intéresse à cette utopie et qui va les voir pour tourner un film sur eux. Donc, cette équipe de tournage, dont je fais partie puisque je suis réalisateur, avec un chef opérateur et un ingénieur du son. Donc cette équipe de tournage les rejoint. Et ensuite, nous sommes pris dans leur utopie et nous vivons avec eux. Et ce film est un film de télé-réalité. Donc, avec ce tout petit bout de scénario qui a juste créé différentes situations, on est arrivé à créer une raison de vivre dans cette caserne abandonnée, dans ce contexte, avec les sacs de sable, avec la bagnole toute taguée, avec les casques de la guerre de 14 aussi, pareil, tagués. Et puis bon, on a évidemment fabriqué des petits canons. Et voilà. Donc, bon, en fait, c'est marrant parce que cet espace, il nous fallait une excuse pour l'habiter, tout simplement parce que on a créé une espèce d'énorme bac à sable. C'est-à-dire qu'on était 6 au final, et notre but à ce moment-là était juste d'avoir des utopies et de jouer, en fait. Voilà. Donc on avait fabriqué ces petits canons, on fabriquait aussi les boulets nous-mêmes. Donc ces petits canons, ils tiraient vraiment en plus, hein, ça tirait à peu près à 30 mètres. Et on cassait des parpaings à 30 mètres avec. Hein, ouais. Voilà. Donc voilà. Alors ça, c'est aussi dans le scénario, un moment où on doit quitter cette usine, cette caserne, parce qu'elle est détruite. Donc on part avec notre voiture, on se retrouve à la campagne, et là on a construit complètement autre chose, c'est-à-dire ces petits igloos en mousse. Donc on était là atterri dans un chaos granitique en Bretagne. Et donc on a construit avec des matériaux évidemment ultra locaux qui là étaient vraiment les matériaux à portée de main. Donc on avait des noisetiers, on avait cette mousse. Donc on a fait une structure en noisetier, et puis une couverture en mousse. Donc alors, ce qui se passe, c'est qu'on va dans une régression totale tout le long du film. C'est-à-dire qu'on part déjà de pas grand-chose, c'est-à-dire la situation de soldats qui sont à l'arrière des lignes, qui attendent, qui vivent dans une grosse flaque d'eau, etc., jusqu'à une espèce de forme de préhistoire où là, nos matériaux, en fait, c'était des pierres, c'était des trucs comme ça, enfin au niveau réemploi, et puis surtout notre vie. Là, c'était plus du jeu, c'est-à-dire que la nuit il faisait froid.
Bon, alors comme on le sait tous, une maison, c'est quelque chose qui protège énormément des conditions météo, qui protège énormément de tout ce qui peut être à l'extérieur. Et une cabane, au contraire, c'est quelque chose qui est construit pour son étanchéité. Et c'est ça l'intérêt d'une cabane, pour sa porosité. Et c'est ça l'intérêt d'une cabane, justement, c'est cette porosité, quoi. Ouais. Et là, on l'a vraiment vécu de façon très dure, parce que cette porosité, elle était dans l'intimité, elle était dans les éléments, parce qu'évidemment ça fuyait, et puis on voulait pas construire autrement que ça, on voulait surtout pas aller chercher des bâches, et puis en plus on était à moitié obligé de se planquer tout le temps, quoi. Ouais. Voilà. Juste un instant. Voilà, ça, je cherchais ça. Donc là, voilà. En fait, ça, c'est encore une autre expérience. Donc là, pour le coup, qui est pas du tout lié à l'habitat, puisque j'habitais pas là. En fait, je m'étais dit, est-ce que dans ce savoir que j'essaie de collecter, je suis capable de faire de la mécanique dans une forêt. Et donc voilà, c'est-à-dire que faire de la mécanique, ça implique d'avoir pas mal d'accessoires, pas mal d'outillage, et la mécanique, c'est surtout en fait visser en fait le truc. Donc moi j'étais parti avec des tarots pour le bois. Quelques haches, quelques outils, enfin un vilebrequin, etc. Enfin toute une collection d'outillage machette, toute une collection d'outillage à main, ce qui me rend du coup pas dépendant d'une source électrique. Et puis voilà. Donc j'ai travaillé sur un geste, comment dire, fondateur de départ. C'est-à-dire que pour créer cet atelier de mécanique, il fallait d'abord que je taraude une branche pour fabriquer un premier étau qui me servirait par la suite à fabriquer un deuxième étau et un gros étau de mécanique. Et donc, comment fabriquer ce premier pas de vis, puisque avec le tarot, j'avais pas d'étau pour le maintenir, et c'est quand même une machine qu'on utilise à deux mains. Donc ce geste, en fait, il était extrêmement intéressant, c'est-à-dire que j'ai épluché directement sur l'arbre une branche, que je l'ai taraudée et que je l'ai coupée ensuite. Et donc ça, c'est un geste qui m'a permis de fabriquer un premier étau à tige. Alors, je sais pas, vous voyez ma petite croix là, qui est ici sur le côté. Cet étau à tige, du coup, comme j'avais un maintien, il m'a servi à fabriquer un deuxième gros étau de mécanique, donc un étau plat. Et puis, après, j'ai fabriqué cette espèce d'arbalète, mais j'aurais très bien pu fabriquer n'importe quoi d'autre, un truc, un machin. Enfin, j'aimais bien l'idée de l'arbalète parce qu'on était dans les bois et tout ça, quoi. Et puis voilà, quoi. Donc c'est débile ce que je dis. Voilà, donc ça c'est l'étau, et puis l'outillage que j'ai utilisé, en fait, bon, c'était rabot, vilebrequin, hache, et voilà. Alors, pour continuer, voilà, c'est ça que je cherchais. Et pour continuer avec des actes, comment dire, premiers, j'avais aussi, donc ça c'est au domaine de Chamarande, dans l'Essonne, et donc il m'avait invité pour une performance, expo, etc., on ne savait pas trop, et moi je leur ai dit, je vais vous fabriquer un pont. Et déjà j'aime bien, je reviens à ce que je disais au début, la figure du pont, parce que c'est quand même la seule architecture qui serve à se déplacer. Même si on cherche bien, il n'y en a pas d'autres. Et puis en fait je suis venu à des éléments architecturaux comme ça, justement à cause de la marche, quoi, ouais. Et donc je leur dis, je vais vous fabriquer un pont. Et d'ailleurs j'en avais déjà fabriqué deux autres.
Et je vais vous fabriquer un pont, mais cette fois-ci, je vais venir absolument sans aucun outil. Et puis, je vais venir avec 2 collègues, 15 jours, et on va vous fabriquer un pont. Voilà. Donc, on avait pensé à différentes mécaniques, fabriquer un barrage pour créer de l'énergie et tout ça. Et puis, en fait, au final, le plus simple, c'est de ramasser une pierre. Et cette pierre, avec une autre pierre, on lui donne un tranchant. Avec le tranchant de cette pierre, on coupe un bâton. Et avec ce bâton, on emmanche sa pierre et on coupe un arbre. Et après, on fabrique un pont. Eh ben, on se disait, ça va probablement pas marcher, mais en fait, ça marche. Et donc, alors, il y a juste que, il y a une petite tricherie, c'est que, on va le voir, enfin, je vais vous montrer les haches qu'on a fabriquées. Bah, d'ailleurs, on voit le pont aussi. Donc les haches en fait sont faites avec de la ficelle de bateau, de la garcette, ça s'appelle. Donc c'est une ficelle qui triche pas en fait, qui affiche bien qu'elle vient pas de la nature. Et en fait c'est pour une raison simple, c'est que pour fabriquer des haches, pour faire les ligatures de ces haches, l'humanité utilisait à l'époque où ça se faisait couramment des tendons animaux. Et de mon point de vue, il a toujours été impossible et injustifiable qu'on tue un animal pour n'importe quelle œuvre. Voilà, en tout cas, œuvre d'art, quoi. Ouais. Donc ici, c'était donc on avait dit, on va venir avec cette ficelle justement qui triche pas, qui est pas une ficelle marron qui aurait pu faire office de tout ça, quoi. Ouais. Donc ici, en fait, voilà. Donc ici, on est en train de couper un arbre. Donc on avait mis au point ce système où on tourne à 3 autour de l'arbre. Et ce qui est intéressant avec cette façon de faire, c'est que les accidents sont très vite arrivés et on apprend à relativiser. Et c'est-à-dire que les pierres peuvent se démancher, l'outil peut casser très facilement, etc. Et puis à un moment, l'arbre tombe aussi. Et donc, on était vraiment très très attentifs. Et puis, quand l'outil cassait, voilà, la pierre se démanchait. Voilà, on restait à 2, etc. Et on savait qu'on avait une rentabilité très très faible par rapport à une vraie hache et par rapport à du vrai matériel. Donc voilà ici une coupe. En fait, on voit bien que c'est plutôt une espèce de grignotage. Mais très rapidement, en fait, on est arrivé à couper un arbre en une demi-heure, 1 heure, quoi. Voilà. Alors ça nous a posé aussi des problèmes pour la construction, parce que évidemment, avec l'équipement qu'on avait, c'était impossible de percer, donc impossible de cheviller. Ah oui, mais attendez, ça c'est un truc que j'ai pas précisé sur la construction de l'arbalète avant, qui est extrêmement important, c'est que j'ai ramené aucune vis, aucun bout de ficelle, et que tout est entièrement chevillé, et que l'arbalète et l'établi, je l'ai abandonné en forêt, et que je n'ai absolument pas impacté l'endroit. Parce qu'il n'y a pas une particule de matière dans cette construction-là qui ne viennent pas de la forêt et même de l'environnement, quoi. Ouais. Donc ici, les haches, on est reparti avec. Et le pont, en fait, ce qui nous posait comme problème, c'est qu'on ne pouvait pas percer. Donc on ne pouvait pas non plus cheviller. Et qu'on pouvait seulement couper. Donc on a trouvé un système assez simple. En fait, on le voit ici. On le voit un peu ici, j'ai peut-être des détails, enfin bon, c'est pas très important, je vais l'expliquer. C'est-à-dire qu'on a pris, en se cassant la tête un peu, parce qu'on ne savait pas du tout comment fabriquer ça. En fait, couper 2 fourches comme ça, et passer une 3e fourche par au-dessus qui fait une clé. Et c'est vachement intéressant. En fait, ça, c'était une très bonne découverte en fait, par rapport à cette construction. Parce que, évidemment, en pression, ça marchait très bien. En latéral, ça ne bougeait pas. Et même en arrachement, c'était coincé. Donc ça veut dire qu'on avait créé une structure, un pilier de pont qui ne pouvait plus bouger, quoi. Ouais. Et autre découverte intéressante aussi, mais ça c'était par fainéantise, c'est que là on voit que les troncs, en fait, sont sur la longueur. Et habituellement, on les met plutôt en traverse. Et c'est beaucoup plus praticable. Mais là on ne pouvait pas parce que si on les mettait en traverse, ça veut dire qu'on faisait des coupes de 1 mètre. Et donc ça, pour nous, avec des équipements en pierre, c'était quelque chose d'énorme.
Donc on a mis les trous en longueur. Évidemment, il était hyper inconfortable parce qu'on avait des dénivelés tout le temps sur le tablier. Et donc on a recouvert avec un torchis. Et bon, je veux pas de photos. On a recouvert avec un torchis. On a fait une fosse à torchis derrière. On a creusé une fosse. Il y avait de l'argile en dessous. On a creusé une fosse. On a mis la paille dedans. Et puis voilà. Donc on a ramené le torchis dessus. Et puis du coup, on a un tablier en torchis et qui maintenant, en fait, c'est bon. Maintenant, il est plus praticable parce qu'il commence à être assez vieux. Et puis, mais en revanche, il s'est entièrement végétalisé. Parce que dans le torchis, forcément, on avait des graines. Il y a du lierre qui a grimpé dessus. Et ça aussi, c'est quelque chose que je pouvais complètement abandonner dans le parc de Chamarande, puisqu'il n'y a aussi aucun élément halogène. Voilà. Alloctone. Voilà. Donc là, je vais encore parler de ça, puis après, encore d'un truc, mais après j'arrête, hein, c'est ça. Donc ici, on est dans un village à Bordeaux, et c'est un endroit où en fait où j'avais convié 15 personnes à venir me rejoindre dans un bosquet qui était un bosquet qui était censé être détruit parce qu'il y avait un plan foncier sur cet endroit-là. Et donc moi j'avais décidé de travailler à cet endroit parce que du coup j'avais pas de scrupules à couper les arbres puisque de toute façon ils étaient condamnés, quoi. Et donc j'avais proposé, donc voilà, c'est une petite biennale des coteaux, et j'avais proposé en fait d'inviter une quinzaine de personnes sur Facebook, Twitter, etc. à venir me rejoindre dans le bosquet. Et avec une espèce de protocole qui est le suivant, c'est que dès qu'on arrive ici, en fait on dort ici. Et donc le premier jour, on s'était donné rendez-vous, je crois tous. Donc c'était des gens que je connaissais pas, qui se connaissaient pas non plus entre eux, ou alors très peu. Et puis l'idée était de créer un urbanisme et une société dans le même temps. C'est-à-dire que d'apprendre à se connaître et d'apprendre aussi à construire, quoi, ensemble. D'ailleurs, pas ensemble du tout. Et donc voilà, le premier jour, on a dormi par terre. Le deuxième, il y a quelques passerelles qui ont commencé à se développer. On a très vite vu que il y a des gens qui étaient absolument incapables de construire, enfin qui n'avaient pas en tout cas les capacités manuelles pour construire un abri viable. Avec les constructeurs de qualité dont je faisais partie, nous avons créé une espèce de travail de solidarité en fait où on allait aider les gens comme ça à construire autour de nous pour que tout le monde soit assez bien. Et évidemment, en faisant ça, on acquirait petit à petit une espèce de statut de notable, ce qui était assez marrant parce que à 4 ou 5, on savait construire et que dans ce milieu-là où il n'y avait pas d'argent, il y avait des ressources poubelles, enfin voilà, et des ressources poubelles et des ressources bois. Nous, on avait cette espèce de super pouvoir d'être capable de construire quelque chose, quoi. Ouais. Et voilà. Donc, évidemment, ça a porté nos choix sur habiter en centre-ville, en tout cas créer le centre-ville autour des maisons qu'on avait commencé à fabriquer, parce que, attendez, c'est autre chose. Voilà, enfin, ce qui était assez marrant, qu'on voit un petit peu sur le sol là, c'est que cet endroit c'était une ancienne usine. Donc très rapidement, au défrichon, on a trouvé une dalle en béton. Et puis on s'est établi autour de cette dalle en béton, qui était pour le coup une place centrale. Cette place centrale, évidemment, c'est l'endroit où on mange. C'est l'endroit où on faisait la fête le soir, où on faisait toutes les activités collectives. Et où on a ouvert un restaurant italien. Et donc en fait, on voit là derrière moi, c'est un four à pizza et un four à pain. Et ici, une machine à faire des spaghettis. Donc c'est une espèce de presse
C'est une espèce de presse qui... voilà. Donc on met la pâte dans un piston, il y a une boîte de tesser qui est percée, et puis la pâte tombe directement dans une casserole d'eau bouillante, et puis on a des spaghettis qui ressemblent plutôt à des spätzle alsaciens qu'à des spaghettis italiens, mais qui sont vachement bien, quoi. Et donc on avait des structures de centre-ville. Alors dans le centre-ville, on avait également donc voilà, en fait, les maisons du centre-ville, donc mes voisins, super constructeurs, et puis là, c'était chez moi, en fait. Voilà. Donc, on avait créé aussi un style local qui était intéressant, parce que sans se concerter, en s'observant les uns les autres, on s'est dit, tiens, ça c'est pas mal, le coup de la petite terrasse en face, parce qu'il y avait un dénivelé, un petit coteau, et donc, en fait, toutes les maisons étaient plus ou moins équipées d'une petite terrasse, comme ça, quoi. Voilà, donc le four à pain. Et surtout, voilà, il s'est passé qu'à un moment, on avait quasiment fini de construire. C'est-à-dire qu'on avait, sur cet espace assez restreint de 15 personnes, non, je pense qu'on avait déjà connu une croissance démographique à ce moment-là, c'est-à-dire qu'on devait être une vingtaine. Et on n'avait plus rien à construire d'indispensable, donc on s'est dit, on va passer à des éléments qui sont accessoires. Et donc notamment ce pont. Et pourquoi un pont ? D'abord parce que je l'avais dit, j'aime bien cette figure de pont, et qu'en plus on appelle ça aussi un ouvrage d'art, quoi. Ouais. C'est-à-dire que aussi c'est un geste qui est intéressant parce que c'est-à-dire produire de l'art, ça veut dire qu'on arrive à un stade d'évolution où on n'a plus besoin de produire de l'essentiel, du vital. Voilà. Donc là, on s'est dit, tiens, on va faire un pont. Et pour se compliquer la vie, en plus, on s'est dit, on va pas mettre de piliers en plein milieu, parce que ce pont, il continue un peu sur le côté, à peu près jusqu'au N de Lyon. Voilà, ici. Et on va pas mettre de piliers au milieu, on va faire un truc précontraint en bois. Et donc, là, vous voyez qu'il y a une légère voûte ici. Et donc on a laissé pendre nos troncs à leur position naturelle pendant 2-3 jours. Donc ils ont pris une courbe. On a taillé des encoches et on les a retournés. Et ensuite on a triangulé tout ça. Et ce qui fait qu'on a un truc qui fait, je crois qu'il faisait quasi 10 mètres de long, quoi, ouais. Et qui n'a pas de pilier au milieu, quoi, ouais. Voilà, précontrainte, un peu le même système que le pont de Millau, etc. Enfin, bon, voilà, on arrive à des niveaux d'ingénierie, des niveaux d'ingénierie folles. Et aussi, à ce moment-là, on avait commencé à créer vraiment beaucoup de biens. Donc, on avait ce que j'avais appelé à ce moment-là du phyto-barbelé tout le tour, c'est-à-dire les ronces qu'on n'avait pas défrichées. Et puis nous, on était dans les ronces, sauf qu'il y avait un endroit qui était l'endroit pour accéder justement à ce périmètre. Et donc, on a construit un rempart, donc qui est vraiment, là aussi, la marque d'une ville, Donc, voilà. Un rempart avec comment ça s'appelle, une chicane très médiévale en fait pour rentrer. Ici, je sais pas comment ça s'appelle en termes de forteresse. Là, je crois que c'est un glacis ou un truc, enfin une espèce de truc pour monter dessus, quoi. Ouais. Voilà. Et puis voilà. Donc on avait notre entrée. Et puis une porte qui était une porte qui s'ouvrait comme ça. Voilà. Et puis on avait très très volontairement aussi terminé le rempart comme ça par un tronc à l'horizontale parce que on voulait pas là du coup tomber dans une esthétique qui soit l'esthétique du camp d'Astérix. Et on s'était dit mais ce serait idiot ou du camp des Romains là. Et ce serait idiot si on mettait nos troncs à l'horizontale parce que du coup ils sont hyper faciles à escalader. Et là ça nous a aussi posé une question qui était intéressante, c'est que si on met les troncs à l'envers, toutes les branches qui dépassent encore de nos coupes, on ne peut pas les utiliser pour escalader. Donc on a mis tous les troncs à l'envers. Et voilà, je pense qu'on doit... Enfin, voilà. Et puis en haut, on a mis un tronc à l'horizontale parce qu'en fait, ça nous évoquait plutôt le mur de Berlin.
Donc une espèce de chose qui soit pas, qui soit en tout cas une histoire beaucoup plus proche que l'histoire gauloise, quoi. Ouais. Voilà, je crois que j'en ai fini avec avec cet endroit qu'on a appelé le village d'Ambloskoye, en fait, parce que c'est le nom qui est venu tout naturellement, en fait, comme les noms des quartiers, en fait, qui s'étaient installés, le nom des rues, parce qu'on avait des noms de rues, des noms de quartiers, et on avait vraiment une... voilà, donc là on revient donc on avait vraiment un espace où tout était nommé, en fait, comme dans une vraie ville. Donc voilà, je reviens juste à cette implantation dans l'usine, là, parce que je trouve une photo. Donc on avait mis notre cuisine très précisément dans cette flaque d'eau, parce que ça nous évoquait, en fait le Verdun, tout ça, enfin voilà. Et puis le confessionnal, c'était ça, c'était quelque chose qui était dans une vieille fosse pour réparer les véhicules, en dessous d'une couverture en tas de sable. Voilà. Et ben voilà, c'est la photo que j'ai cherchée aussi tout à l'heure. Donc ici on voit le plan de travail en carrelage, en terre cuite. À côté l'évier, et ici la cuisinière, et puis le four. Voilà, tout en terre. Voilà, donc là j'ai quelques petits exemples en fait qui sont intéressants. Mais en fait c'est pas ça que je voudrais vous montrer, mais je vous en parle quand même par rapport à ce qu'on disait sur la jungle, etc. Enfin bon, je veux dire, c'est pas un phénomène nouveau. Ici, on est 2 fois pendant la guerre de 14, une fois pendant la guerre de 40, et on voit là ici des militaires qui sont à l'arrière, qui sont sur le front, qui ont fabriqué leur petite cagnat comme ça, et qui l'ont agrémenté avec un petit jardinet. Et des pots de fleurs, sur d'autres photos, j'ai des trucs avec des rideaux, etc. Quoi. Enfin, j'ai une collection de ces cartes. Et donc voilà. Et je pense que c'est les seuls moments où on voit des photos de soldats pendant la guerre qui sont souriants. Alors, la question que je me pose, quand je vois ces images-là, que je vois les images de Calais, c'est est-ce que c'est pas plus intéressant justement de fabriquer soi-même son habitat plutôt que d'être relogé dans des containers? Parce que évidemment, quand on fabrique son habitat, on peut l'améliorer, on est tout le temps occupé et on peut se projeter dans l'avenir. Que quand évidemment on est mis, et c'est pour ça je pense que les soldats sont souriants sur ces photos, alors que la situation n'est pas tellement plus brillante, alors que si on est mis dans des containers, d'autant plus si on n'a pas le droit de faire quoi que ce soit, hein, comme on disait tout à l'heure, on a juste une vie stoppée, quoi. Ouais. Voilà. J'étais clair par rapport à ça, je crois que j'ai oublié quelque chose, non? Bon, voilà. Donc ici, on est en 14. Ici, on est pendant le Blitz, donc le bombardement sur Londres. Donc là, c'est une famille qui se réfugie dans un bout de tuyau, dans un bout de tôle, là, et qui a malgré tout pose pour une photo. Enfin voilà, et pas l'air d'être une famille malheureuse, quoi. Ouais. Et voilà. Et ici, alors ça, c'est une photo qui est intéressante pour une autre raison. C'est-à-dire qu'on a cet abri, donc la légende dit que c'est l'abri d'un officier allemand qui a été capturé, etc. Et voilà, donc ici, c'est un endroit qui a été habité quand même assez longtemps, et parce qu'on voit que le foin est tassé, qu'il y a une chaise, qu'il y a des accessoires, etc. Enfin, donc il a laissé de quoi vivre. Donc cet abri qui est somme toute assez, là pour le coup poreux aux éléments. Et derrière, il y a un château. Et donc, en fait, cet abri sert à quoi? Alors que ce gars aurait pu aller habiter dans le château. Je pense que c'est juste un abri qui est là pour s'abriter des regards et de la compagnie des autres, quoi, ouais. C'est-à-dire que là, pour le coup, on n'est pas en lutte contre les éléments extérieurs, ou contre les voleurs, ou contre les choses comme ça, mais on est juste en lutte pour conserver son intimité. Ce qui devait, à mon avis, pas y avoir dans le château avec le reste de la garnison, quoi, ouais.
Bon, ça c'est autre chose. Tout ça, je peux pas en parler parce que ça n'a rien à voir, j'ai pas le temps. Voilà, donc je vais vous parler de 7, maintenant pour en finir en fait, de 7 éléments d'architecture, qui est là pour le coup aussi au domaine de Chamaronde. Donc là, c'était pour une expo qui s'appelait Habiter. Donc j'ai été invité et je leur ai dit, en fait, c'est simple. Il y a quand même une très forte différence entre se loger et habiter. C'est-à-dire que se loger, en fait, c'est juste construire un toit et être habité et être abrité justement avec de tout ce qui nous emmerde. Et puis, en revanche, habiter, c'est autre chose. C'est-à-dire, c'est de vivre avec son environnement, de vivre dans son environnement et de faire partie de son environnement. Habiter, c'est ça. Et donc, je leur ai dit, en fait, vous avez un bois, une forêt, et moi, je vais aller habiter pendant une semaine à poil dans ce bois, quoi. Ouais. Et je vais voir, en fait. Donc, j'aurai rien avec moi. Et si j'aurais quelque chose de très important, j'aurais un iPhone et j'aurais une cigarette électronique. Donc ça, ce sont des choses qui, en termes de survie, ne valent absolument rien. Et en revanche, ça m'a servi à documenter, à faire des photos, à faire un film, l'iPhone, envoyer des posts sur mon blog, et la cigarette électronique aussi, pareil, en fait, parce que je fume des clopes, et la cigarette électronique, on n'a pas de briquet, on n'a pas de feu. Donc voilà, c'est à moi de me démerder pendant une semaine. Et si je suis parti à poil dans la forêt, en fait, c'était parce que je voulais travailler cette fois-ci sur une façon de faire où on ne peut pas anthropiser son environnement. C'est-à-dire que là, en étant nu, même casser une branche, c'est hyper dangereux, quoi. Ouais. Et ouais. Et donc, j'ai ramassé du bois mort, des feuilles, j'ai arraché de l'herbe pour faire du foin, et en fait, tout ce que ça a donné comme habitation, en fait, c'est ça, c'est une espèce de nid. Et alors, ce nid, c'est tout ce que je pouvais faire. Il s'est écroulé, d'ailleurs, dès la première nuit. D'ailleurs, il pleuvait. Enfin, voilà, une catastrophe terrible. Hein. C'était au mois de mai. En plus, j'avais rien à bouffer. Dans la forêt, parce que à cette époque-là, il y a quelques végétaux qui sont comestibles, mais pas grand-chose. Et comment dire, donc on me nourrissait comme un animal. Donc psychologiquement, c'était très dur. C'est-à-dire que de temps en temps, à l'orée de la forêt, on me balançait une boîte de pâté, un bout de pain qu'il fallait que je m'empresse de venir chercher, parce que dans cette situation-là, on est propriétaire de rien, c'est-à-dire qu'on partage tout avec les animaux. C'est-à-dire que je m'éloigne de mon nid, les chevreuils venaient le brouter. Le bois que j'ai utilisé, c'était du bois mort, donc je le partageais avec des insectes xylophages et tout ça, quoi. Mais rien n'était ma propriété, ce qui n'est pas du tout humain, ce qui n'est pas du tout un comportement humain de ne pas être propriétaire, parce que un humain qui s'implante quelque part, il prend le terrain, c'est son terrain, il le délimite et c'est chez lui. Voilà. Donc là, j'avais pas la possibilité de faire ça. Et donc voilà. Et c'était hyper intéressant en fait cette découverte par rapport au partage des ressources et puis surtout cette impossibilité de construire qui était quand même hyper intéressante, quoi. Ouais. Ceci dit, j'aurais pu lancer un processus si j'étais resté plus d'une semaine, parce que là, comme je vous l'ai montré, je sais faire des outils en pierre, etc. Sauf que là, j'avais même pas la ficelle. Mais bon, j'aurais pu m'en tirer. Et j'aurais pu construire des outils, j'aurais pu aussi essayer d'aller chercher de la terre, de l'argile, fabriquer des poteries, démarrer la fabrication de feu, c'est très long, et tout ça en une semaine en fait, et puis ensuite faire un logement, enfin voilà quoi. Ouais. Et parce que dans le village, dans le Bosquet, on est resté donc 1 mois et demi là, et puis quand on a dû partir, c'était hyper dur parce que on s'était dit là on a découvert qu'on pouvait cuire la terre autour de nous, on avait découvert de l'argile, etc. Donc de nos cabanes, on pouvait construire en briques des maisons pour l'hiver, c'était en septembre, et on pouvait construire en briques des maisons avec cheminée.
C'est-à-dire qu'on avait ce niveau technologique et cette possibilité-là, c'est-à-dire de passer l'hiver sur place. Enfin, en tout cas, on avait le savoir et découvert le savoir. Ce savoir, quoi, ouais, pour le faire. Non, en plus, on n'était pas autonome en nourriture. Donc, bon, en tout cas, voilà. Donc, je ne sais plus où je voulais en venir avec ça. Mais en tout cas, voilà, ce processus, le fait qu'il dure une semaine, en fait, ça m'a bloqué sur toute cette fabrication, en fait, de feux, de toits, de trucs, etc. Donc, comme j'avais trouvé une vieille bâche dans la forêt, je me suis mis sous une vieille bâche dans mon nid, et voilà, j'avais un abri suffisant. Et voilà, donc je peux vous passer un film, en fait, le film que j'ai tourné avec mon iPhone, qui est un film qui dure 10 minutes. Et puis je crois que je vais conclure avec ça, et on discutera après. Ouais, ça fait bien. Merci. Bon ben voilà, c'est reparti. Ça fait à peu près, ça fait quelques années que je me dis à 50 ans je vais arrêter les conneries. Et puis, voilà. Là je me retrouve pour 10 jours à poil dans la forêt. Et j'ai commencé ce matin. J'ai eu 2 heures et après il s'est mis à pleuvoir. Donc j'ai juste eu le temps de choper un petit peu de foin. Un tas de foin. Et puis une vieille bâche. Et voilà. Donc là il doit être, je sais pas, aux alentours de 6 heures. Il a plu tout le temps. Et j'ai passé la journée en dessous d'une bâche, sur un tas de foin. Je me suis quand même fait des chaussures. Elles sont aux bâches avec du foin. C'est important les chaussures parce que c'est ce qui permet de se déplacer et de pouvoir trouver des matériaux. Mais là, bon, je reprendrai peut-être ça demain. Et je me suis fabriqué une espèce de nid dans les arbres. Mais ça là, je descends pas là. Je le filmerai demain. C'était pas une nuit facile. Comment dire, mon lit s'est un peu écroulé. J'ai dormi penché, j'ai glissé. En fait, j'ai pas très bien dormi. En fait, je suis pas très adapté à cette situation. Mais bon, c'est comme ça va venir. Ouais, on a beaucoup d'attentes quand on est un genre d'animal. On s'économise. Comment dire, on attend que les conditions météo soient bonnes. On se blottit dans un coin, on bouge pas. On observe. Quand on entend un bruit aussi, pareil, on bouge pas. En fait, il y a beaucoup d'immobilité.
Ouais, quand on est seul, et d'autant plus quand on est nu dans la nature, on n'a absolument pas les moyens de prendre des choses. On peut juste collecter, collecter ce qu'elle propose. En fait, on a surtout pas la capacité de prendre. Voilà, je viens de retaper mon lit et il a jamais été aussi beau. Enfin bon, c'est que le deuxième jour. Ouais, c'est pas très facile cette vie en forêt. C'est beaucoup d'attentes et beaucoup de tension quand même. C'est-à-dire qu'on est tout le temps à l'affût, les bruits, les trucs, les animaux, le temps. C'est-à-dire qu'on attend quand il pleut. Et majoritairement, on n'a plutôt rien à faire. Enfin, je veux pas... Enfin là, le premier jour, j'ai construit tout ce que j'avais à faire, tout ce que j'avais à construire, c'est-à-dire un nid précaire, mais quand même suffisant. Et puis, là maintenant j'habite. En fait, j'ai pas besoin d'améliorer ce nid. J'ai pas besoin d'améliorer mon confort parce que je suis là pour une durée assez réduite. Et j'ai pas non plus envie de tout modifier autour de moi. C'est comme ça, quoi. Ouais. Donc je me protège, j'attends. Ouais, la bénédiction, c'est quand même d'avoir trouvé cette bâche. En fait, le pire, c'est l'ennui quand même. Là, j'ai une espèce de grosse perte d'élan en général. Donc voilà. J'ai pas trop envie de faire quoi que ce soit, puis de toute façon, je sais pas quoi faire. Ouais, c'est marrant quand même parce que... Enfin non, c'est pas si marrant que ça. Parce qu'aujourd'hui il fait beau, tout ça. Enfin, la nature est plutôt agréable. Mais bon, voilà, je suis comme dans une espèce de grand vide vert. Ouais, hier je me suis fabriqué un slip. Alors c'est marrant parce que du coup on dirait un peu Tarzan. Et, sauf les muscles. Alors c'est fabriqué avec un vieux sweatshirt que j'ai trouvé par là-bas là.
A priori, ça pourrait paraître pas très confortable comme couchette, mais en fait, chacun de ces petits creux correspond à une partie du corps dans 3 positions. En fait, il y a, comment dire, allongé, enfin sur le dos, avec les jambes allongées. Et puis il y a la position latérale droite et latérale gauche, avec les jambes pliées. Voilà. C'est pas confortable, mais c'est pas non plus inconfortable. C'est-à-dire qu'il faut maîtriser chaque changement de position. Et puis voilà, être attentif aussi à pas tomber, être attentif à pas faire s'écrouler l'édifice, fragile. C'est assez sensible en fait de dormir sur cette installation. Voilà. Mais bon, c'est le moyen le plus simple d'habiter quand on n'a pas d'outils, quand on ne peut pas couper de bois, quand on ne peut pas assembler. En fait, on peut faire que des coincements. Voilà, voilà. Et la batterie, elle a tenu longtemps? Alors, la nuit, la nuit, j'allais faire les poubelles. Bah, vous avez vu, j'ai une bouteille d'eau, j'essayais de trouver des trucs, des trucs. Et il y avait un bâtiment, le bâtiment des jardiniers, qui était au fond avec des prises extérieures. Donc j'allais aussi recharger mon téléphone et puis enfin, mon iPhone et la cigarette électronique. Ceci dit, ça faisait beaucoup de marches. Et puis bon, vous avez vu les chaussures que j'avais, donc c'était vraiment en cas d'urgence. Donc j'allais vraiment dans les derniers tranchements, en fait, au dernier moment, en fait. Et puis du coup, j'utilisais vraiment cet iPhone que pour filmer et surtout pas pour aller sur Internet, quoi. Donc pour savoir l'heure ou pour me rassurer, parce que évidemment, j'étais tenté hyper souvent de l'utiliser parce que, bon, là, je pense que j'ai jamais dormi, en fait, que dans la journée, j'attendais que ce soit la nuit, que la nuit, j'attendais que ce soit le jour. Enfin, j'attendais qu'il y ait des changements comme ça, mais enfin, bon, qui ne changeaient rien, en fait. Mais juste des petits événements. Voilà. Donc, la batterie, j'ai dû la recharger 1 ou 2 fois. Ouais. Peut-être 1 fois. Ouais. Non, 2 fois. Ouais. Voilà, mais c'est amusant parce que cette pièce, ce film là, celui que vous venez de voir, en fait, c'est le seul moment où dans la nature, je me suis ennuyé. Et enfin, dans une situation de construction, de mon habitat, de mon environnement, etc. C'est le seul moment où je me suis ennuyé parce que j'avais pas les ressources. Là, j'avais vraiment pas le minimum de ressources en fait pour faire quelque chose. Et donc du coup, j'avais perdu mon enthousiasme. J'avais pas le temps en plus. 1 semaine en fait, c'était soit 1 mois et rien du tout, soit pas 1 semaine et rien du tout. En fait, ça fait deux problèmes énormes de pas avoir le temps et de pas avoir là pour le coup la moindre once de possibilité d'outillage, quoi. Enfin, même de protection. Et du coup, est-ce que tu dirais que tu as habité? Ah oui, donc là, pour habiter, j'étais pas logé, mais j'ai vraiment habité, quoi. Et là, pour le coup, ouais, vraiment. Ouais. D'ailleurs, je le dis dans le film. Hein, et voilà, tout ce que je fais, en fait, c'est habiter, quoi. En fait, c'était ma principale activité. Ouais.
Ma seule activité. Je suis encore branché sur la bouffe, mais est-ce que tu en as récupéré dans les poubelles, cueilli un petit peu, ou est-ce que c'était que des vêtements? Non, j'avais pas envie de jouer à ça, j'étais déjà assez fragile, et j'avais pas envie de récupérer une fin de sandwich infectée par je ne sais qui, ou je ne sais quoi. Mais c'est des choses auxquelles tu fais attention. Ce que j'ai récupéré... bon, les animaux, ils sont armés pour ça. Enfin tu vois, un clébard, il va fouiller les poubelles, il mange des trucs. Moi, j'avais pas envie de jouer à ça, parce que du coup, bon, ça devient dramatique. Hein. Ce que j'avais comme ressources, il y avait du plantain, il y avait des pissenlits, il y avait des robiniers en fleurs, et puis du sureau en fleurs à cette époque-là. Donc tout ça, c'est assez bon, c'est des petits goûts sympas. Et puis voilà, donc ça a complété les boîtes de pâté qui me jetaient... parce qu'il y avait un protocole, quoi. C'est-à-dire que je suis allé à l'orée du bois, j'ai enlevé mes vêtements, j'ai fait un petit tas bien propre, je suis rentré, il y a quelqu'un qui est venu les chercher, qui les a mis dans l'expo, et après, une fois que c'était fini, il me les a ramenés, et puis j'ai foutu mon slip de Tarzan, et puis mes chaussures, enfin dans l'expo à la place, quoi. Ouais. Voilà. Il y avait une espèce de contrainte, tu te fait tout seul, t'as rencontré aucune présence humaine au final? Ah non, surtout pas. C'était exprès ou Oui, il y avait une évidemment. interdiction de rentrer dans cette zone, ou c'est juste Non, il y avait zéro interdiction. Mais là, en fait, il n'y avait pas de fiction. C'était pas une fiction. C'est-à-dire que quand il y a des humains qui rentraient dans ce bois, parce que bon, c'était un parc, hein, plus loin, quoi. Ouais. Donc il y a les gens qui allaient se balader. Moi, je me cachais. Je faisais pas comme un animal, j'étais un animal. Et donc je faisais la même chose que mes collègues chevreuils, serpents, tiques, enfin tout ça, quoi. Qu'est-ce qui se serait passé sans la bâche parce que finalement, ça tient beaucoup à... S'il n'y avait pas eu la bâche, je pense que j'aurais eu une autre idée, j'aurais trouvé une autre solution. J'aurais même fait quelques essais. Hein. Tu vois, bon, j'avais ma bâche oui, voilà, bon, j'ai trouvé le sweatshirt, quoi, tu vois, et je pense que je l'aurais trouvé plus tôt parce que du coup, j'aurais eu une urgence et là, je me serais vraiment déplacé pour trouver quelque chose. Et puis, j'ai fait un essai de me fabriquer une couette avec ma bâche et du foin. Mais là, c'est marrant parce que c'était une façon de me reprojeter chez moi, quoi, tu vois, sous une couette pour dormir, quoi. Ouais. Mais c'était idiot. Mais en tout cas, je l'ai fait quand même. Et puis, de toute façon, ça n'a pas marché parce que bon, j'avais fait des petites ligatures, tu vois, en déchirant, en faisant un petit nœud, quoi, tu vois, sur le côté avec du foin. Bon, il a plu. J'étais juste sous une bâche après, avec du foin mouillé sur la peau, quoi, tu vois, et voilà, enfin, c'est parti en vrac hyper rapidement. Enfin, j'aurais mieux fait de rester sur le foin, bien positionner la bâche, etc. Mais c'est marrant, j'ai eu besoin de me rassurer avec cette couette. Et c'est marrant parce que ça, c'était aussi le premier jour. Et puis, quand on se retrouve à la rue, ou dans une situation compliquée. Enfin bon, j'ai vécu en squat quand j'étais plus jeune et tout ça, enfin de façon assez violente, quoi. Ouais. Donc j'ai un petit peu d'expérience dans ce domaine, plus des situations un petit peu compliquées. Et bon, tu vois, comme toutes les expériences que j'ai pu mener, enfin parce que là je vous ai montré quelques trucs, mais j'ai fait d'autres beaucoup plus trash. Il y a toujours à peu près 2-3 jours d'adaptation, c'est-à-dire qu'on quitte son quotidien, on a 2-3 jours avant d'avoir switché dans son nouveau quotidien. Et ça, c'est incompressible. C'est-à-dire que pendant ces 2-3 jours, en fait, on souffre vraiment. Parce qu'on est toujours dans son canapé avec sa télécommande, etc. Et malgré tout, on est dans la forêt, ou on est dans un tunnel, on est sous terre, ou on est dans une région pourrie, ou dans la rue. Et après, après, on est dans un nouveau quotidien. Aussi dur soit-il, c'est là qu'on a ses habitudes, et c'est là qu'on vit désormais. Et c'est marrant parce que chaque fois que ça m'est arrivé
de vivre la situation, après avoir vécu cette situation de switcher dans un milieu inconfortable, c'est-à-dire d'avoir volontairement créé de la précarité pour la vivre, donc d'avoir switché dans un milieu inconfortable, et après être revenu dans mon quotidien, ou à l'hôtel, ou à n'importe quel logement usuel, j'ai eu autant de difficultés. Et voilà, bon, par exemple, il y a un projet dont j'ai pas parlé, mais c'était un projet de creuser un tunnel pendant une vingtaine de jours, de prendre la terre en front de taille et de la mettre à l'arrière pour reboucher ce tunnel. C'est-à-dire que c'est une espèce de mobil-homme troglodyte. Et donc voilà. Donc ça, je l'ai fait avec un collègue pendant une vingtaine de jours. Et là où je voulais en venir en parlant de ce projet, dont je ne parlerai pas, mais il est sur mon site, on peut vous pouvez voir des images. Et c'est que quand on est sorti, c'est passé un truc. J'avais acheté des téléphones à manivelle là, des années 50 de l'armée pour pouvoir faire une vac avec quelqu'un en surface. Pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème et tout ça, quoi, ouais. Donc tous les jours, on faisait une vac à telle heure, etc. Petit coup de manivelle, comme ça, téléphone filière, hein, parce que les GSM, ça passe pas, hein, évidemment. Et puis le gardien qui était espagnol, parce que ça a été réalisé dans un parc, un jardin public à Murcia, pendant une biennale. Le gardien qu'on avait en surface, en fait, on lui dit voilà, on va sortir vers 6h. Et lui, il a compris, parce qu'il parlait pas bien anglais, il parlait pas français. Voilà, il a compris, on va sortir dans 6h. Bon, voilà, on est sorti par un petit trou, en combinaison de spéléo, avec des lampes allumées sur le front, au milieu d'un jardin public. Il y a un cycliste qui est passé juste à côté, quoi, tu vois, qui nous a regardé. Qu'est-ce que c'est que ça, quoi. Et on venait de passer 20 jours sous terre, donc on était vraiment des clochards, quoi. Ouais. Et puis c'est le gardien du parc qui est prévenu notre gardien à nous qu'on était sortis, quoi. Ouais. Et donc il est venu, alors qu'est-ce qui se passe là, tout ça. Oui. Bon alors voilà, on se retrouvait dehors. Alors pas de comité d'accueil, personne de prévenu. Mais qu'est-ce qu'on fait là? En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on est retourné dans notre trou. Le trou, il était comme ça, hein, parce que pour sortir, on avait assez économisé les coups de pelle. Et on est retourné dans notre trou, on s'est fait un thé. Et puis on a attendu là, parce que chez nous, c'était devenu là. Et puis on était inadaptés à ce climat extérieur, quoi, à ce qui se passait à l'extérieur. C'est-à-dire, déjà... quand on a vu la première touffe d'herbe apparaître, pour nous c'était le ciel, quoi. Ouais. Alors que d'habitude on est dessus. Et c'est des changements énormes, quoi, tu vois, qui se produisent comme ça.